Mauvais studio. Je suis Michel Tuttle. Je suis Frank Magic. Et vous écoutez Mauvais Travail. Michel Tuttle. Frank Magic. Mauvais travail. Ça éclabousse. Encore plus d'abondance. Frank Magic. Michel Tuttle. Bordel, ils nous volent notre travail. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Frank Magic. Michel Tuttle. Le sang de la terre va dépendre de vous. Mauvais travail. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Mauvais Travail, saison 5, épisode 39. Je suis très heureux de vous retrouver, mais surtout ravi de retrouver mon Francky après nos vacances bretonnes. Comment vas-tu, mon pote ? Bah super, on est de retour et au début d'un beau mauvais dossier. Et autant vous le dire maintenant, on ne va pas attendre, on ne va pas évoquer comme d'habitude les mauvais travailleurs du mois, car là, on a le mauvais travailleur du siècle. Aussi dangereux que calculateur, qu'audacieux, que charlatan, que narre Raphaël, que je t'aime, que nouilles et que nouillettes, et peut-être un des mecs qui aurait énormément influencé le marketing moderne. C'est pour ça que je vous propose de débuter directement ce sujet, qui, vous allez l'entendre, est très surprenant. Tout à fait, et n'oubliez pas qu'il est possible de mettre des commentaires, de s'abonner au podcast, de mettre des étoiles et autres pouces sur vos plateformes favorites. Et si vous aimez le podcast, que vous souhaitez qu'on reste motivé pour faire ce mauvais travail, n'hésitez pas, partagez, on en a besoin. Tout à fait, et surtout, on fait ça sur notre temps libre, gratuitement pour le moment, alors que bon, si vous connaissez Michel, sachez que c'est pas le dernier à aimer l'argent. Il est à 2 doigts de balancer son rib. Ah bah, maintenant que tu le dis, alors FR760. Non, arrête ça tout de suite. Michel, Oui. me permets-tu de composer le gros code secret qui va envoyer le gros jingle ? Ah bah, fais-toi plaisir. Alors, là, hop. Ah ouais, après, alors, X300... Oh, sérieusement, il est pas un peu long ton code secret là ? Bah, il faut ce qu'il faut, alors attends. Ouais, Ouais. alors tac, et... Ici John Romulus Sprinkler en direct des studios de KFKB. Michel Tuttle et Frank Magic vont tenter de raconter mon histoire dans Mauvais Travail. He's a man who's known as Dr. Brickley. Dans Mauvais Travail, nous avons retracé des parcours de personnes nocives aux ambitions énormes, sans limite, sans éthique, sans empathie, des gros bâtards, des belles crapules, Michel, on a compris. Bah, j'espère, car aujourd'hui, on va vous dépeindre le parcours de quelqu'un qui, s'il avait eu une conscience, en aurait eu des morts sur cette conscience. Nous n'appuierons pas à chaque fois sur le fait qu'on ne cautionne ni ne relativisons ce cas, mais voilà, sachez-le, lui, on ne l'aime pas du tout. Ceci étant dit, lançons ce mauvais dossier en commençant par citer des sources qui nous ont bien inspirés, en commençant par le documentaire Goat Glen Doctor, produit et dirigé par Dave Kendall, raconté par Ralph Titus et produit par Channel One en 1986. Il y a également l'épisode du podcast américain Replay All, intitulé The Man of the People de 2016, animé par PJ Vogt. Bon, obligé d'en placer une quand même pour Wikipédia qui nous a également bien aidé, le W on ne t'oublie pas. À la fin de cet épisode, nous vous donnerons généreusement quelques autres références si vous voulez approfondir encore plus cette obscure histoire. Et maintenant, afin de teaser le machin, nous allons vous donner des mots-clés qui vous donneront quelques pistes sur notre sujet. Peux-tu faire ça, Francky ? Absolument, c'est parti. Radiodiffusion, gouverneur, testicules de bouc, country, charlatanisme, marketing, usines à diplôme et soyons généreux, ajoutons le mot médecine avec des guillemets de la taille du Kansas. D'ailleurs, petite précision, cette histoire, comme vous avez pu l'entendre à l'instant, parle en partie de partie masculine, de gonade de bouc, et avouons-le, on n'a pas encore délibéré sur le mot qu'on préfère nommer pour le moment, boule d'homme. Oui, bah on verra. Et d'ailleurs, en faisant une petite étude, disons, de vocabulaire, je me suis rendu compte que les synonymes ne manquaient pas. Ah ouais ? Ouais, et je te propose d'en faire le tour histoire d'évacuer ça. Alors, j'ai contacté 2 anciens pontes de la techno française pour nous aider, et tu sais quoi ? Ils ont accepté de nous donner un coup de main. C'est ceux auxquels je pense. Ils ont des casques. Plus maintenant, mais oui, ce sont eux. Bon, ils ont refusé de se produire au JO, mais pour Mauvais Travail, ils ont fait du mauvais travail et lâché un extrait d'un album qui n'a jamais abouti, Le corps humain après tout. Bah alors, écoutons ça.
partie, gonade, baboule, baloche, purne, échalote, bijoux de famille, poulette, bouliche, purette, glaoui, bonbon, corza, ali, boffice, rognon, grelot, joyeuse, marron, valseuse, roupette, et roubignol, rouston, chouquette, trigby, kiwi, rouleau, noisette et roustignol. Les coucougnettes, les coucougnettes, les coucougnettes. Les coucougnettes, partie, gonade, baboule, baloche, purne, échalote, bijoux de famille, boulette, bouliche, purette, glaoui, bonbon, corza, ali, boffice, rognon, grelot, joyeuse, marron, valseuse, roupette et roubignol, rouston, chouquette, trigby, kiwi, rouleau, noisette et roustignol. Les coucougnettes. Partie, gonade, baboule, baloche, purne, échalote, bijoux de famille, boulette, bouliche, purette, glaoui, bonbon, corza, ali, boffice, rognon, grelot, joyeuse, marron, valseuse, roupette et roubignol. Les coucougnettes. Les coucougnettes. Les coucougnettes. Les coucougnettes. Aïe, 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 aïe. Ouais. Waouh, ok, ça démarre fort. Les petits mauvais savent pas encore vraiment de quoi on va parler et on commence avec le pire morceau, mais néanmoins couillu, que le duo casqué ait jamais osé sortir. Ouais, et c'est vrai, mais vu le prix de la location des 2 robots, on ne va pas chipoter. D'ailleurs, vous pouvez vous débrancher, les gars? Ah, parce que vous consommez énormément et vu le prix de l'électricité, c'est pas très cool. Bon, Francky, tu peux entamer notre histoire, s'il te plaît? Oui. John Romulus Brinkley, on l'appellera tantôt Romulus, tantôt Brinkley ou John, est né le 8 juillet 1885. Sa famille, originaire du Caroline du Nord, était plutôt pauvre. Son père, médecin, a servi pour l'armée des États confédérés pendant la guerre civile américaine et s'est marié 4 fois, mais la première union fut annulée pour cause que sa future femme était mineure. Il se mariera ensuite 3 fois, mais c'est hors mariage qu'il aura un enfant avec Sarah Burnett. Burnett, t'es sûr? Oui, je sais, vu ce qui vient, ça prête à douter. Bah, tu m'étonnes. C'est donc Sarah Burnett. Bon, des fois, il n'y a même pas de vanne à faire. C'est donc Sarah Burnett qui donnera naissance au petit John Romulus Brinkley dans la ville de Beta, dans le comté de Jackson, en Caroline du Nord. Romulus en référence au papa de Brinkley Senior et aux jumeaux de la mythologie allaités par des loups. Malheureusement, 5 ans après la mort de sa mère, son père passait également l'arme à gauche. Si vous êtes bon en maths, vous vous dites « Merde, petit John n'a que 10 ans ». John vit donc avec tante Sally et fréquente une école abritée dans une cabane en rondin, école qui ne donne des cours que 4 mois durant l'hiver. Ses études à la dure seront suivies jusqu'à ce qu'il atteigne ses 16 ans. En parallèle, il transporte du courrier histoire de se faire un peu de thunes et part ensuite dans le New Jersey afin de travailler pour une compagnie ferroviaire. Bon, les petits trains, c'est bien, mais son truc à lui, c'est la médecine. Ouais. Et lors d'une interview bien plus tard dans notre histoire, afin de faire pleurer dans les chaumières, il dira « Lorsque mon père est mort, et lorsqu'il a été enterré, je me suis retrouvé seul, en 1891. J'avais à peine plus de 5 ans et je n'avais ni frère, ni sœur. Donc, quand papa est parti, tout avait disparu et c'est pour cela que j'ai décidé qu'un jour, je serais médecin comme mon père. » Il racontera également souvent sa dure vie de petit gars qui en a bavé. Je suis né le 8 juillet 1885, dans les montagnes de l'ouest de la Caroline du Nord. J'ai grandi dans ces montagnes et lorsque j'ai atteint l'âge de 16 ans, j'ai commencé à transporter le courrier sur la route de pré-livraison. Ouais, on l'a déjà dit ça. Et les violons derrière, là, c'est toi ça? Ouais, c'est moi, mais laissez-moi préciser. Excusez-moi, vous pourrez remettre les violons? Merci. Donc, je me levais à 3h du matin et ne revenais qu'à 7h. Le soir, j'allais de Tuckasegee en Caroline du Nord à Sylva en train et pendant que j'attendais le courrier, je passais du temps au bureau des chemins de fer de Western Union et c'est là que j'ai appris le morse et que j'ai appris à être opérateur télégraphique et agent ferroviaire. C'est à partir de ce humble début que j'ai pu aller dans les grandes villes et recevoir une éducation qui a demandé de nombreuses années de travail acharné et beaucoup d'efforts. La médecine, parlons-en. Dans le documentaire The God Glen Doctor, il est dit que Brinkley a étudié plusieurs années dans une école de médecine de Chicago. Son diplôme sera validé à l'université de médecine éclectique du Kansas. Médecine éclectique. Oui, si tu veux, on demande à... Non, tu veux pas ça va. On n'est pas obligé. Bah allez, j'ai toujours son numéro, apparemment il ne fait plus la tronche. Ah non, c'est pas vrai. Vous m'appelez, me voici. J'ai bien reçu ta note, Francky, je vais vous parler de la médecine électrique. Lorsque vous mettez les pinces tétons électriques sur les tétés du malade, il va se tortiller frénétiquement comme une petite anguille toute excitée. Mais Louis, la médecine éclectique, on a dit, pas électrique. Tu sais lire ou quoi?
Oui, c'est moi en fait, mais allons-y pour la médecine éclectique. Cette pratique était une branche de la médecine américaine qui utilisait des remèdes botaniques ainsi que d'autres substances. Cette branche de la médecine utilisait également la physiothérapie et était très populaire dans la seconde moitié du 19e siècle et la première moitié du 20e. Le terme médecine éclectique fut inventé par Constantin Samuel Rafinesque, un gars qui étudia l'utilisation des plantes médicinales par les Amérindiens. Il donnait moult conférences, conseillait ses patients et vendait ses remèdes par courrier. Rafinesque utilisait le mot éclectique pour désigner les médecins qui employaient tout ce qui s'avérait bénéfique pour leurs patients. Voilà. Merci Louis. Pas de paix, mon Francky. D'ailleurs, on a une séance de médecine électrique pas terminée qui m'a laissé un goût de reviens-y, si tu vois ce que je veux dire, hein. Prépare tes tétés. Pourquoi tu fais des clins d'œil là Quoi hein? Non mais rien, tu couperas. De toute façon, il a qu'un œil, donc je vois pas comment tu vois que c'est un clin d'œil. Ouais, ok. Alors, les diplômes de médecine. Petite précision, son diplôme dans cette école de médecine éclectique, il l'obtient seulement après 1 an d'études. Wikipédia ne vous l'a pas précisé, mais il faut savoir que la médecine éclectique n'a pas été validée par la plupart des États du pays et que lui et ses copains éclectiques, s'ils voulaient exercer cette médecine pas conventionnelle, on peut le dire, eh bien ils pouvaient aller dans d'autres États pour exercer via des accords. C'est donc ça, les diplômes de médecine de Brinkley. C'est toujours plus que Ferdinand Waldo Demara, l'imposteur de notre épisode 38, qui, je le rappelle, a opéré 19 personnes sans diplôme, et lui, il a pas fait de mort. Vrai, John non plus pour le moment. Et d'ailleurs, une dernière chose concernant ces diplômes, ce gredin aurait également fait appel à une usine à diplôme. Une usine à diplôme? Ouais, une usine à diplôme. Mais qu'est-ce qu'une usine à diplôme? Eh bien, une usine à diplôme, en anglais diploma mill ou degree mill, que l'on peut littéralement traduire par moulin à diplôme, est une organisation qui se prétend être une institution d'enseignement supérieur qui vend tout simplement ces fameux certificats. Donc en gros, tu payes, on te fait un joli papier avec le bon style, tes données personnelles, et si on recherche l'établissement mentionné dessus, eh bien ça tombe bien, car il existe. Petit exemple de comment on peut berner vite fait les employeurs. Une école pas mal décriée, l'école supérieure de Robert Sorbonne, S-O-R-B-O-N, avec un petit R pour le copyright, et là vous me voyez arriver, jouit d'un nom qui vous rappelle certainement une autre école avec une petite réputation. De plus, notre Robert Sorbonne School jouit d'une adresse web plutôt trompeuse si on plisse les yeux, puisqu'il s'agit du www.sorbonne.fr avec un N et pas de E. Et du coup, Michel, je te propose quelque chose. À la fin de l'émission, pourrais-tu nous faire un tuto en obtenant un faux diplôme via ce site? Ok, alors rendez-vous en fin d'émission pour savoir si je vais réussir à passer cet examen de tricheur. Cool. Mais maintenant, revenons-en à John. Il rencontre Minerva Tellita Jones, surnommée Minnie, 21 ans, avec qui il se marie le 23 août 1913. Ces deux-là, on peut vous dire qu'ils se sont trouvés, vous allez l'entendre. Notre histoire commence donc vraiment en 1913, lorsque nos deux tourtereaux arrivent à Milford dans le Kansas. La raison? Une annonce diffusée à l'initiative d'un pharmacien dans un journal de l'État qui déplore le manque de médecins dans le bled. Et tout de suite, laissons Minerva Tellita Jones Minnie Brinkley nous raconter cela. Dans les journaux du Kansas, il y avait un article qui disait que c'était une ville de 10 000 âmes sans docteur. Donc, avec notre voiture, on allait là-bas. Et en fait, finalement, il y avait que environ 300 personnes. Ça nous a bien fait rire. Et on s'est dit que puisqu'on n'avait plus d'essence, on n'avait qu'à rester. Plus tard, on a trouvé une espèce de boutique désaffectée avec plusieurs pièces. On a fait le ménage et voilà, on était installés. Bon c'est parti. John et ses gros diplômes vont se mettre au turbin en soignant les gens et leurs diverses maladies. Il fera même accoucher des femmes. Apparemment, le gars a déjà des petites ambitions à base de transplantation dans la tête, histoire de se spécialiser. Mais pour le moment, il est un médecin classique. Classique jusqu'à ce qu'un soir, alors qu'il range son bureau, un vieux fermier nommé Bill Stitchworth débarque, un peu gêné et hésitant. Salut John, ça va? Ça va, là je fais mon taf de médecin classique comme tu peux le voir. Dis, j'ai comme qui dirait un petit problème de... En fait, comment dire, en fait, des fois quand je... Oui. Tu vois, dans le pantalon, ça monte et ça descend. Normalement, ça descend pas tout le temps. Bon, apparemment, il n'est pas prêt de dire ce qu'il veut, donc on va un peu l'aider en convoquant l'excellent Monsieur Manhattan dans son épisode L'adoption. J'ai un problème de burne et voilà tout. Hein. Ouais, voilà, j'aurais pas mieux dit. Ok, je comprends, t'es comme qui dirait impuissant? Oui, j'en ai bien peur, John. Oh. Ah, je suis vraiment désolé de te dire ça, mais nous ne sommes qu'en 1914 et le Viagra ne sera breveté qu'en 1996, alors... enfin voilà, la science moderne ne peut rien pour ton petit souci, l'ami. Ah, je m'en doutais. Ah, si je pouvais avoir la vigueur de mon Book Jordan.
Lui, il s'arrête jamais. Toujours à besogner un truc. Ouais, c'est ça. Bon, je te raccompagne. Bah, tu sais, je me disais, si je pouvais avoir les noisettes de Jordan, t'imagines à quel point je serais puissant? Ouais, pour sûr, mais on ne va quand même pas prendre les noisettes de ce pauvre Jordan et les mettre sur toi, ce ne serait que folie. Selon Brinkley, il faut rappeler que c'est lui qui nous raconte tout cela, la discussion durera des heures. John dira à Bill que ce n'est pas possible, qu'il n'a pas appris ça à l'école et que ce genre d'opération pourrait être super dangereuse. Mais le fermier n'entend rien. Il veut les balls du pauvre Jordan. En même temps, s'il fait ce genre d'opération, enfin, s'il convainc Bill qu'il a réussi à connecter tout le bazar, un effet placebo pourrait faire que le truc marche. Et puis, il a insisté, le gars. C'est pas John qui était à l'initiative de tout cela. Bon, on ne va pas faire de suspense, hein. Quelques jours après, on y est. Il l'a fait, il a greffé des testicules de bouc sur un homme. Non, vraiment, je pensais pas prononcer cette phrase un jour. Et j'ai un peu envie de vomir, Francky. Moi aussi. Non mais, sérieusement, le mec a vraiment pas de scrupules. Ni pour l'agriculteur, ni pour le bouc, qui n'a vraiment rien demandé dans l'histoire. Et puis j'ai des doutes sur le fait que Bill ait insisté, étant donné que l'autre avait déjà, dans sa tête de mec chelou, ces histoires de transplantation. Ouais, et on va évacuer un truc rapidement parce que ça me met trop d'images pas cool dans ma tête. En fait, le mec ne fait pas une greffe à proprement parler, puisqu'il prend les balls de bouc, ouvre le patient et les met à côté des balls du patient. Voilà, faites de beaux rêves. Et comme les problèmes d'impuissance, ça ne suffit pas, il avance également que cette opération règle les problèmes de flatulence, l'emphysème et même des maladies graves. Lesquelles, je sais plus, j'ai égaré la liste. Mais elles étaient graves, ces maladies graves. John aurait également créé une version féminine qui solutionnait les problèmes d'infertilité féminine. La réalité, c'est que Brinkley, dès qu'il est payé, il fait ce qu'on lui demande, voire un peu plus. Et hasard fabuleux, la femme de l'agriculteur greffé tombe enceinte quelques mois plus tard. C'est ainsi que Brinkley se vante être le pionnier d'un nouveau genre de médecine. Le fils du fermier, Petit Billy, et là je me rends compte que c'est le nom d'une marque de fromage de chèvre et ça ne s'invente pas, devient donc le premier bébé né de glandes de bouc, et ouais, ça doit être super stylé à l'école, vraiment. Brinkley, grand communicant, comme vous l'entendrez par la suite, ensuite, surfe sur ce succès inespéré et communique à bloc sa réussite à base de hashtag balls, hashtag bientôt papa, hashtag Karcher Suisse, hashtag agrafe magique, hashtag... Eh ben ça c'est du lourd mon copain mal alpha. La machine est donc lancée et le bruit court un peu partout, dans un premier temps dans le coin. Les opérations à base de coronesse de bouc se multiplient de façon exponentielle pour 750 boules américaines de l'époque. Rendez-vous bien compte que ce que je vous raconte est dramatique, et ce ne sera pas sans conséquence pour les pauvres patients que je me garderai de juger, étant donné que ceux-ci, de par plusieurs facteurs dont l'époque, par exemple, n'avaient aucune culture scientifique et médicale. Les affaires fonctionnent on ne peut mieux pour le couple Brinkley. Ceux-ci peuvent donc s'acheter plus de terrain, histoire de s'agrandir et construire une nouvelle maison, toujours à Milford. Cette maison est consacrée au cabinet du médecin et à la salle d'opération. Et plus les patients se bousculent, plus la maison s'agrandit afin de les accueillir. Finalement, ce bâtiment sert d'hôpital. Les deux malandrins en font donc construire une autre, à côté, pour y vivre et aussi accueillir encore plus de patients. Le mode opératoire classique, c'est qu'en gros, le client arrive avec sa remorque, accompagné de son bouc, Madame Brinkley s'occupe du pauvre animal, apporte le matos à la salle d'opération, les file à Monsieur Brinkley, qui ouvre le gars, jette ça dedans, le recoue et le renvoie chez lui après un petit temps de convalescence à la clinique. Oh mais c'est fou, comment les gens pouvaient-ils croire ce charlatan? Bah tu connais, le mec il a la blouse blanche, les petites lunettes qui lui confèrent un air intelligent, et hop, argument d'autorité classique quoi. Ouais, chaud, mais il ne s'arrête pas là, en se faisant son propre cheptel de bouc, comme ça les gens non accompagnés de leur propre donneur non consentant viennent et choisissent l'animal avec lequel ils ont le plus de feeling. Ouais, je sais, dit comme ça sonne très bizarre. D'ailleurs, dans le podcast Reply All, Penny Lane, la réalisatrice de Nuts, un documentaire qui traite aussi d'histoire et dont on parlera en fin de dossier, compare habilement cela au client qui choisit son homard dans un restaurant. Et d'ailleurs, une autre question se pose. Comment réagissent les gens après cette opération? Ils disent quoi? Oh bah, pour ceux pour qui cela fonctionne grâce à l'effet placebo dont on parlait juste avant, ils crient sur tous les toits que ça marche. Les autres, eh bien, sûrement de honte, ils se taisent ou ne peuvent plus trop causer. Ça, on en parlera plus tard. On va un peu s'arrêter là pour cette histoire de transplantation car en 1923, John part propager sa bonne parole en Chine et dans divers pays en continuant à amasser de la thune. Ouais, et c'est à son retour aux États-Unis qu'il découvre un truc qui va le faire complètement vriller. Une chose qui lui changera la vie. De passage à Los Angeles, il découvre la première station de radio de la ville, diffusée par Harry Chandler, KHJ. Et ça, le Brinkley, il adore. Tellement qu'à son retour à Milford, il décide de construire sa propre station, toujours en 1923. Il qualifie sa radio comme la première station KFKB du Kansas.
C'est d'ailleurs la première station non expérimentale à recevoir une licence dans cet état, licence qu'il a au préalable gentiment demandée au gouvernement et qu'on lui a gentiment donnée. Ils vont bien le regretter. La KFKB sera seulement la 4e station sous licence commerciale aux USA. Brinkley, ce poète, la surnommait la station ensoleillée au cœur de la nation. À l'antenne, ça donnera ceci. Il est 10h sur KFKB, mon gars, et tout de suite 1 heure de son hip-hop sans coupure, m'amène. Et ouais, on est au Kansas, m'amène, tu vas faire quoi? Michel? Ouais. Ouais, attends, ok, d'accord, je vais la faire normale, mais tu vas voir, c'est beaucoup, beaucoup moins bien. Mesdames et messieurs, vous écoutez la voix du docteur J.R. Brinkley, des hôpitaux de Brinkley. Nous avons 2 beaux hôpitaux, ouais. Et nous avons des patients. Beaucoup de patients, ouais, dans les 2 hôpitaux. Brinkley, il a déjà la radio dans le sang. Il sait s'exprimer, il sait simuler l'authenticité, cette fausse proximité avec l'audience, mes petites beautés. Pop Brock, journaliste pour GQ ou même Rolling Stones, qui a sorti le livre Charlatan, The Fraudulent Life of John Brinkley. Charlatan, la vie frauduleuse de John Brinkley, dira. 5000 watts, abattu sur les grandes plaines. Vous savez, il improvisait pendant des heures sur votre santé et faisait pleurer dans les chaumières en parlant de son enfance. Les gens restaient éveillés toute la nuit pour écouter les blablas de ce type. Évidemment, le seul but du charlatan est de faire connaître son business, et vous imaginez bien la forte portée qu'une station de radio peut avoir. Au début, sur KFKB, on entend plutôt des artistes amateurs, et effectivement, entrent en playlist des lycéens ou autres personnes du coin. Plus tard, il fait quand même venir des pros à l'antenne, à l'instar de l'excellent oncle Bob Lynn, les sœurs McCree, ou même Steve Love et son orchestre. Ne vous y trompez pas, j'ai l'air très sûr de moi en égrénant ces noms, mais en vrai, je ne connais pas un seul de ces artistes. Il y a également un genre de midi les zouzous appelé Raconte-moi une histoire et le professeur Berthe qui donne des cours de français. Il y a également Didi Denver qui fait la météo et la bourse, évidemment. Forcément. Mais retournons en 1929, année durant laquelle KFKB se voit décerner un trophée par Radio Digest Magazine, la déclarant radio la plus populaire d'Amérique. Lors des votes, elle a éclaté la concurrence. Ce faisant, pas le gallinacé, la radio engrange de nouveaux auditeurs et attire des gens de partout dans cette petite ville inconnue du Kansas. Maintenant que Milford est sur la carte, Brinkley ne lâche pas la médecine. Il fait construire un grand sanatorium avec plus d'espace pour les patients ainsi qu'une pharmacie. Pharmacie qui, évidemment, va lui faire gagner encore plus de sous-sous. Et comme le mec est pas con, évidemment qu'il se sert de sa radio pour diffuser son savoir grâce à une émission un peu l'ancêtre de Loving Fun. Non, pas vraiment, parce que ça ne parle pas de sexe et de comment on fait pour embrasser. Et que ça s'appelle The Medical Question Box, la boîte à questions médicale. En gros, les auditeurs envoient des lettres, le secrétariat les trie, Brinkley les lit en direct, dit que ce n'est pas sale, offre des capotes KFKB, pose son diagnostic et recommande un traitement que, bien entendu, tu peux commander directement via un numéro qui te mène au standard à Milford. Ainsi, la boucle est bouclée. Le système a la tête sous l'eau. En fait, et ça c'est très malin, les patienteurs, mi-patients, mi-auditeurs, peuvent commander également auprès des 500 pharmaciens appartenant à l'association pharmaceutique de Brinkley. En gros, ça donne ça. Alors, Madame Élodie Santry a le nez qui gratte. Il faut donc qu'elle prenne le traitement numéro 11 du docteur Brinkley qu'elle trouvera chez la pharmacie du Bois de rue du Rondin près de chez elle. Ces ordonnances sont parfois inoffensives à base de poudre de perlimpinpin. Mais des fois, c'est du poison. Cette manœuvre marche tellement que des fois, il ramasse plus de 10 000 boules par semaine. L'hosto, on va pas se mentir, ça cartonne aussi. Alors il décide de paver l'accès entre la gare et son sanatorium, parce qu'à l'époque, dans le bled, peu de routes sont pavées. Et il ne fait pas que paver cette route, oh que non. Ce bon vieux Brinkley, tel un papa pour Milford, paye des trottoirs, des égouts, des éclairages et sponsorise même l'équipe de baseball locale en les rebaptisant les Brinkley Goats. Et comble de la mignonnerie, si on ne parlait pas de ce fou dangereux, il va jusqu'à mettre une petite chèvre sur le maillot des joueurs. Il aurait dû mettre des couillettes. Un jour, il décide que la ville a besoin d'un zoo. Alors il va chercher un ours pour commencer, et puis en fait, l'ours, des fois il fait du bruit la nuit, alors il tue l'ours. Non mais vraiment, il a un truc avec les animaux, mais je ne capte pas trop sa relation avec eux. Dans son délire lié à Milford, il ira jusqu'à dire « Vous devriez donner mon nom à l'église, ça devrait être l'église méthodiste de Brinkley. » Mais on lui refuse cet honneur. Pauvre petit chat. Bon, jusque-là, ça marche bien, il marche sur l'eau, gagne un max de sous-sous, mais il faut quand même dire que tout le monde n'est pas convaincu de la légitimité du boug. Non. Je dirais même... Bordel, enfin, on est à 11 pages et personne ne lui dit rien. En 1930, on peut dire que c'est le début des embrouilles pour le Brinkley, lorsque sur sa route pavée de mauvaises intentions, il croise Monsieur Maurice Fishbein, rédacteur du Journal of the American Medical Association, journal de l'association médicale américaine, et futur némésis du docteur. Brinkley est une cible évidente pour Fishbein.
tellement il enfreint les règles et tellement il a des diplômes bidons venant d'usines à diplôme. Dans un article qui n'y va pas avec le dos du stéthoscope, il y va direct, sans embâge, et dit les termes. John Romulus Brinkley est un charlatan. Malheureusement pour John, des journaux tels que le Kansas City Star relaient l'article. Et puisqu'il faut bien enfoncer l'aiguille, Maurice vient titiller John Romulus sur son propre terrain, la radio, en disant « John Romulus Brinkley est un charlatan !» Suite à tout ce barnum, la Kansas Medical Society accuse Brinkley de pratiques contraires à l'éthique et au professionnalisme. Il est convoqué aussi sec à comparaître devant le conseil médical de l'État, mais fait appel et retarde l'audience. D'un autre côté, le gouverneur du Texas, qui le regrettera plus tard, soutient cette poule aux œufs d'or que John représente pour l'État. Quant à la population de Milford, elle est également du côté de Saint-Romulus. Bah ouais, il ramène du monde, il emploie des gens, donc le choix est simple. Mais bon, une autre audience arrive, rapport au renouvellement de sa fréquence radio, et lorsqu'il se retrouve devant l'Arcom, Cyril Hanouna... Quoi ? Oui, désolé, dans ma tête, il y a trop de parallèles qui se font, et vous allez voir, c'est beaucoup trop tentant. Donc, la Commission fédérale de la radio exprime moult réserves en arguant que cette radio est un danger. Oui, Maurice ? John Romulus Brinkley est un charlatan ! Ouais, bon, on t'aime bien, Maurice, mais tais-toi. Michel, concernant ton parallèle avec l'homme que je ne nommerai pas par peur de nouilles dans le slip, je comprends. Bah oui, et concernant KFKB, cette radio est bel et bien un danger, parce que quand ton message c'est « tu vas pas bien », eh ben viens à Milford, on va te greffer nos meilleures coucouilles de bouc, eh ben c'est pas le meilleur move pour la santé publique. Lors de la séance, la commission fédérale de la radio lui demandera « Dites-nous, Brinkley, votre radio, elle opère vraiment dans l'intérêt du public ?» Ah bah je veux, ma petite beauté. Grâce à moi, les gens peuvent entendre mon parler vrai. Moi, je leur parle directement, tous les jours. Je connais le peuple, moi. Et vous autres, vous essayez de me censurer parce que je dérange. Voilà. Il fait appel à ses fanzouz et organise le tout, histoire qu'il l'appuie contre la méchante commission à la solde de l'État. La commission entend ces gens, les uns après les autres, mais le couperet tombe. Par un vote de 3 contre 2, le renouvellement de la licence de KFKB ne se fera point. Mais ce n'est pas terminé, car comme il va en prendre l'habitude, Brinkley fait appel, et en attendant, la radio continue de diffuser. Bon, ça c'était pour Radio Charlatan, mais reste encore à traiter l'avenir de Brinkley en tant que médecin. La commission médicale de l'État examine le statut du bonhomme en tant que tel. De leur côté, les avocats de John s'affairent afin de produire des témoignages élogieux, et de l'autre, ceux de l'État tentent d'en produire des plus objectifs, si vous voyez ce que je veux dire. Après cette pléthore de témoignages, Brinkley invite la commission d'examen à se rendre à Milford afin d'assister à une de ses fameuses transplantations. Résultat, bah tiens, on va laisser Mini Minerva Brinkley nous en dire un peu pelu. Ils sont venus et John a fait 2 greffes pour leur montrer. Ils l'ont regardé travailler, sont rentrés chez eux et ont annulé sa licence le lendemain. Ouh là là, la méchante commission. Alors, d'autres se frottent les mains à l'instar du Kansas City Star. Excellent, Frankie. Non mais vraiment, tu peux pas juste lire le titre que le Kansas City Star a fait ? Ok. Le super charlatan du Kansas est terminé. Oui, Maurice Fishbein ? Je l'avais dit ou pas ? John Romulus est... Oui, Momo. John Romulus Brinkley est un charlatan. On sait. Si ça ne fait aucun doute, pour la presse et le corps médical, et même si la profession l'a désavoué, ces fanzouz, eux, y croient toujours. Ah bah non, John Brinkley c'est pas un charlatan. Hein ? Dites-moi en plus. Bah, il a une blouse blanche. Oui, mais encore. Bah, il a des lunettes. Ouais. Une blouse blanche. Ok, mais ça vous l'avez déjà dit. Oui, mais il a aussi... non, mais laissez-moi 2 secondes, allez, je suis trop mauvais. T'as pas pris. Oui, bon, merci. Il y a 0 argument, on n'est pas surpris. C'est bon. Bon. Là, je vais me permettre de vraiment casser l'ambiance parce qu'on ne peut éluder le sujet et les conséquences dramatiques des actions du bonhomme. Même si on ne peut pas vraiment chiffrer le nombre de morts que devrait avoir Brinkley sur la conscience, les représentants de l'association médicale du Texas réussissent à soutirer 42 certificats de décès de la clinique de Milford lors de leur enquête. Les 42 décès ne représentent alors que les morts survenus dans la clinique pour qui Brinkley a gardé les papiers. On ne peut effectivement pas chiffrer le nombre de gens morts hors de la clinique. Ceux qui sont rentrés chez eux charcutés par le charlatan et ceux qui ont gobé les saloperies qu'il leur a prescrites. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que ceux pour qui la greffe n'a pas fonctionné, ne pouvaient pas forcément témoigner contre lui pour cause de mort. Brinkley est donc privé de licence pour pratiquer au Kansas. Mais il n'a qu'à changer d'état, me direz-vous à juste titre, petit malin que vous êtes. Mais que nenni, il opte pour une autre chose. Des lunettes ? Non ! Il opte pour changer le système. Et comment qu'on change le système ? En faisant partie intégrante. Ainsi, il se dit. Si je devenais gouverneur, je pourrais nommer une commission tout acquise à ma cause. Et ainsi, celle-ci me rétrocéderait ma licence. Et ainsi, je pourrais transplanter à nouveau des trucs à des gens. Oh, j'aime transplanter des trucs à des gens.
C'est donc à 6 semaines des élections, alors qu'il est déjà trop tard pour s'inscrire, mais vous connaissez John Sambalek, qu'il démarre une campagne électorale de ouf comme on n'en a jamais vu, appuyé par sa grosse radio qui émet encore puisqu'il attend toujours la décision de son appel contre la décision de la commission. Outre les outils matériels, il use également d'outils humains puisqu'il est aidé de tout son petit monde, amis, patients, employés de l'hosto, animateur radio, radiologue, réanimateur de radiologie, Radio Gaga, Radio Gougou, enfin tout ce qu'il a sous la main. Radio Gaga. Ouais. Au fait, Michel, rien à voir, on peut couper, mais tu savais que Radio Gaga de Queen devait initialement s'appeler Radio Caca? Non, hein? Non. Eh ben si, c'est même la maison de disques qui a pas voulu. Ok, bah je savais pas, mais là ton hors-piste, je suis pas sûr que quelqu'un en voulait non plus, Francky. D'ailleurs, dis-moi, Lady Gaga, vu qu'elle s'est inspirée de Radio Gaga de Queen pour son nom de scène, ouais. ça voudrait dire qu'elle se serait appelée Lady... Non, putain... On reprend? Parce que je sais même plus ce que je disais en fait, là. Moi je sais. Le gars s'inscrit aux élections, et il démarre une campagne de ouf, et il met sa femme et son fils à contribution. Par exemple, en les mettant sur ses flyers. Flyers qui lui confèrent une image de Popo et de Marie modèle. Afin d'être bien présent sur le terre-terre, il améliore un simple bus scolaire. Tout de suite sur MTTV, Pimp My Bus avec XZZBeat. Yeah. Ouais, XZZBeat, yeah. Dans mon travail, Pimp My Bus. Pimp My Bus. Merde, mec, je t'ai fait un truc de ouf. Déjà, on voit ton nom partout sur ce putain de bus, même en dessous. Ensuite, en plus de la Vroombox, des écrans LED, néons, ailerons fluo, enjoliveurs et autres enceintes de ouf et piscine à l'arrière, je t'ai fabriqué une scène que tu peux déployer afin de faire tes discours démago à la foule. Speeches to the crowd. There, I pimped your bus, man. Voilà, j'ai pimpé ton bus, mec. Et voilà, c'est parti. Le Brinkley Bus est en route, s'arrêtant de ville en ville pour promettre aux électeurs des manuels gratos pour les enfants. Ah oui, c'est bien. Des réductions d'impôts. Oh ouais, bien besoin. Des pensions de vieillesse. Oh oui, j'écoute. Un lac dans chaque comté. Ah, bonne idée. Ah oui, parce que vu que j'ai entendu qu'on était en pleine sécheresse et que j'ai entendu vite fait que ce serait bon pour les agriculteurs d'avoir de l'eau à disposition, bah allez, banco, promettons des lacs à ces imbéciles. Il a dit quoi? Non, je disais, oh là là, des flaques ont imbibé mes cils. Ah, je préfère. Comme on vient de l'entendre, tout est bon pour gagner. Dans ses discours, il dit tout et son contraire. À un moment, il s'engage contre l'assistanat, et ensuite, il dit qu'il donnera des aides à tout le monde. Oh mon Dieu, il a inventé le en même temps. Nonobstant un discours illisible, cette campagne express fait des ravages. En effet, la foule de gens convaincus par notre démago qui veut foutre des lacs partout grandit de façon exponentielle. Un journal local, l'Emporia Gazette, donnera son opinion sur tout cela dans ce genre d'édito pimenté sous la plume de William Allen White. D'accord, ils sont alphabétisés, ils savent lire, mais ils ne comprennent pas qu'ils votent sous le coup de l'émotion, guidés seulement par leurs préjugés débiles. Waouh, ok, j'imagine que les partisans de Brinkley ont apprécié. À fond. Ils ont saturé le journal de lettres de protestation, et le journal s'est excusé. Ah ouais? Non, ils ont juste gracieusement offert un supplément piment. Écoute donc. Chers électeurs de Brinkley, vous vous êtes trompés. Je ne voulais pas dire que vous étiez méchants, juste que vous étiez débiles. Ok, et en face on a qui? En face, on a Frank Hawke, un républicain. Ok, mais du coup on n'a pas situé Brinkley politiquement, il a un parti Non, il s'est mis en indépendant. Et puis, j'imagine que c'est le genre de mec à dire qu'il est apolitique. Tu vois le genre? Absolument, politique tel un mec qui n'a rien à voir avec l'extrême droite et qui finalement... Et puis je dis pas ça au hasard, hein, vous l'entendrez. Voilà. Donc en face, on a le républicain Frank Hawke, fermier modèle du comté de Morris, et côté démocrate, nous avons Harry Woodring, un banquier. Ils sont beaucoup plus crédibles que l'autre guignol, mais ils n'ont pas la force de frappe de celui-ci en termes de com. Et pour les électeurs, dégoûtés par la politique mise en place en pleine crise, Brinkley, cet incroyable tribun hors de tout ce système, semble une alternative plutôt viable. Donc déjà, en 1930, 3 ans avant 1933 et 86 ans avant 2016, des candidats fantasques démagos complètement tapés et excités se targuant de parler vrai, de comprendre les masses face à un système qui essaie de les bâillonner, sortaient déjà leur épingle du jeu à grands coups de com' et du discours débile avec ou sans cheveux orange ou le visage orange avec une cravate rouge ou une toute petite moustache. You are fake news. Absolument. Et sa devise lors de cette campagne, c'est la liberté de la vie et de la justice. Mais le truc le plus mis en avant lors de cette bataille électorale, c'est sa conviction religieuse. Et il ne s'y trompe pas, il fait plus que peser dans cette course au mandat de gouverneur.
Nous assistons là à une campagne électorale vraiment singulière pour l'époque. Une fois les élections passées, le plus long décompte des voix de l'histoire du Kansas aura lieu. En voici le résultat. Harry Woodring, le démocrate, est déclaré vainqueur, devançant ainsi le républicain Frank Hawke avec une avance de 251 voix. Ce même Woodring sera d'ailleurs plus tard secrétaire à la guerre de Franklin Magic D. Roosevelt. Le troisième, c'est Brinkley. Il aurait reçu 180 000 voix, mais ça n'a pas suffi. Dommage. Et vous savez quoi ? Il aura dû gagner. Tout à fait, car selon un article du Des Moines Register, un journal de l'Iowa, entre 30 000 et 50 000 bulletins de vote n'ont pas été pris en compte. Woodring confirme d'ailleurs cette information et concède que sans cela, Brinkley aurait été élu. Mais alors pourquoi ces votes n'ont finalement pas été pris en compte ? Eh bien tout simplement parce qu'ils n'étaient pas proprement remplis. Le procureur général du Texas décrète, 10 jours avant dépouillement, que pour Brinkley, seuls les bulletins bien orthographiés seront pris en compte en se disant que les électeurs de Brinkley, étant peu instruits, vont merder à coup sûr. Donc, si le bulletin ne mentionne pas exactement le nom de Brinkley tel qu'il a été déposé, à savoir J.R.Brinkley, il est invalidé. Ah, attends, si j'écris par exemple Doc Brinkley, c'est bon ? Non. Dr John Brinkley ? Non plus. John Bradley Brad ? Toujours pas. Jean Testicool Bradley Bradilou Bradila Bradilardadada ? Bien sûr que non. Ah ! Le journaliste, quelque peu méprisant vers l'électorat de Brinkley, vous savez, William Allen White, celui qui fait ce genre d'édito pimenté, dira que l'adversaire comptait probablement sur le fait que l'auditeur moyen n'était certes pas analphabète, mais pas le poste radio qui captait le plus du rayon électroménager de chez Darty. Bon, vous commencez à connaître le galopin. En 1932, il remet le couvert et cette fois, il aura même un hymne de campagne dont je vous laisserai juger de la qualité. He's the man who's known as Dr. Brickley. He's the man who's the man. He's the man who's known as Dr. Brickley. Ça dit, il est l'homme que l'on nomme Dr. Brinkley. Il est l'homme qui est l'homme connu sous le nom de Dr. Brinkley. Ouh là là, ouais, c'est pas fou. Hein. Peut-être qu'à l'époque, pour un public américain du Kansas prêt à gober des testiboucs, ça le fait, mais pas de jugement, on n'est pas la cible. Et même si ça me fait mal de le dire, je préfère encore les hymnes de campagne de Chirac, Mitterrand ou même Ségolène Royal. Alors si vous connaissez pas, c'est pas grave, mais si vous voulez, allez-y, ça se trouve encore par-ci par-là, genre sur Biche des musiques. Ouais, allez streamer ça fort les petits mauvais. Ce hit, riche en vocabulaire, est vite rentré dans la playlist des radios de tout l'État et a été martelé partout dans le camion publicitaire à base de haut-parleurs. Ferme-la ou je te greffe ta grande bouche sur ton... Pour l'occasion, John, en live de son sublime bus pimpé, se paye des premières parties telles que Roy Falken, le Lonesome Cowboy de KFKB. Et revoilà notre coquin de William Allen White qui le défonce une fois de plus dans un de ses éditos pimentés à 2 693 000 sur l'échelle de Scoville. On a eu la chance de voir ce charlatan, assis sur sa scène de cirque, le vieux médecin vendant ses bouteilles de guéri-tout aux malades et aux souffrants à des prix bien plus bas qu'auparavant, en promettant l'aube d'un jour nouveau à ces gros... débiles. D'autres journaux, tels que le Chiffon Rose de Pink Rag en VO, bousculent directement Brinkley en le caricaturant et en raillant sa campagne. Le parti républicain chope la baballe au rebond en achetant une grande quantité de ces journaux en les distribuant un peu partout. Lors de cette élection, Brinkley obtient 60 000 voix de plus que la dernière fois, mais ça ne suffit pas. Le républicain Al Flanton est désigné vainqueur. Beaucoup, après ces échecs à répétition, se seraient terrés dans un trou ou se seraient rangés dans une petite carrière bien pipousse sans risque. Mais John, lui, fait partie de cette population qui ne doute jamais, et cette loose politique n'aura pas raison de l'animal. Sa loose dans le game de la médecine non plus, et la vente de sa radio KFKB en 1931 non plus. John est toujours à l'affût d'une faille dans ce système qui, décidément, ne veut pas de lui. Et cette faille, il la trouve en migrant à la frontière avec le Mexique, dans une ville du Texas, Del Rio. Les locaux sont un peu étonnés de voir ce riche mec débarquer chez eux où rien ne se passe. Lui, à l'étage de sa nouvelle maison, le regard se baladant au loin, sait très bien ce qu'il fait dans cette ville. Regardant par la fenêtre, il voit, à 4 km, la frontière mexicaine. Il voit la frontière mexicaine, certes, mais il voit surtout l'occasion de contourner les interdictions d'émettre et de mettre les bouchées doubles en termes de rayonnement de ces ondes radiophoniques malfaisantes. Ainsi, il fait construire, de l'autre côté de cette frontière, au Mexique donc, une nouvelle station de radio, XER. Et vous allez voir, c'est technique. Il dirige son antenne mexicaine en direction des États-Unis. Par le biais d'une configuration très high-tech pour l'époque, il peut, avec une ligne téléphonique de chez lui, au Texas, commander le bousin pour ne pas avoir à quitter sa maison, à Del Rio. Le gars vient d'inventer le télétravail. Ah oui, et techniquement, c'est technique, mais juridiquement également.
car en émettant aux États-Unis, mais depuis un autre pays, ces transmissions ne sont pas soumises à la réglementation américaine. Malin le John. Et non seulement il démarre une nouvelle aventure radiophonique, mais en plus, il pousse le potard en termes de puissance en émettant 15 fois plus qu'avec les 5000 watts de KFKB. Et oui, n'étant plus bridé par le système américain, il fait ce qu'il veut et il ne s'en prive pas. Les premiers mots à l'antenne de son nouveau bébé seront: Mesdames et messieurs, vous écoutez à nouveau la voix du docteur J.R. Brinkley depuis les hôpitaux Brinkley. Les hôpitaux Brinkley. Vous ne rêvez pas, puisque toujours beaucoup trop confiant, il revient dans le game médical et rapatrie sa team historique à Del Rio, des animateurs radio ou du personnel hospitalier qui travaille dans sa nouvelle clinique. Nous sommes en 1933, Brinkley s'installe définitivement à Del Rio dans une maison qui claque et il dit adieu à Milford. Alors, petit détail sur la maison qui claque. Celle-ci, qui tient plus du manoir, Brinkley l'a fait construire avec à l'intérieur un orgue énorme de 2 étages. Ce genre d'orgue d'église énorme avec tout plein de tuyaux. Il s'en sert évidemment pour ses émissions de radio, mais également pour taquiner ses voisins en branchant le truc à des haut-parleurs tout autour de la maison. Ainsi, il peut emmerder toute la ville en pleine nuit en jouant comme un déglingo. Connard. Sa nouvelle tribulation radiophonique est également l'occasion de recruter des stars locales, telles que Rosso Dominguez, aka le rossignol mexicain, les Red Peppers, Roy le mentaliste, ainsi que Rose Down, une astrologue. La radio débarque alors comme un éléphant dans un magasin de porcelaine en bouffant sur les fréquences de la concurrence avec sa puissance de 75 000 watts. Mais bon, autant atomiser le game en poussant l'histoire à 150 000 watts. Les habitants de Del Rio, assez sceptiques initialement, captent vite que tout ce bazar c'est de la bonne pub pour cet endroit où il ne se passe jamais rien. Certains locaux confient également que le transmetteur est si puissant que quand il est sur on, leurs ressorts de lit bourdonnent et les phares de leur voiture se mettent à clignoter aléatoirement. Ouais. Une qui ne se plaindra pas de la puissance des watts de XCR, c'est la musique country qui dira: Je suis la grande gagnante de toute cette histoire, car en quelques mois, je suis passé de musique plus ou moins confidentielle à nouvelle pop américaine. Fuck yeah! Yeehaw! Malheureusement pour la country, mais heureusement pour les ressorts de lit et autres phares de voitures possédés, sous la pression du gouvernement américain, en 1934, les autorités mexicaines forcent XCR à cesser d'émettre en arguant que la station viole les lois mexicaines sur les publicités médicales. Sans blague. Mais bon, vous l'avez compris, le Brinkley ne lâche pas la patate et avec l'aide de ses avocats, fin 1935, il relance sa station en mode évolution Pokémon de l'enfer en la renommant XCRA. Et en augmentant sa puissance à 500 000 watts. Cette augmentation considérable de watts, puisque je le rappelle, on est passé de 5000 à 75 000, puis à 150 000 pour en être maintenant à 500 000, Brinkley la doit à un arrangement avec 3 tours de diffusion qui lui fournissent un signal directionnel lui permettant de propager ses ondes partout dans le monde. Penny Lane, la réalisatrice de Nuts, dira même qu'elle a vu de ses yeux le courrier d'une auditrice en provenance des Philippines à destination de XCR disant qu'elle avait vraiment aimé le segment sur l'astrologie. Preuve que ça diffusait pas mal. Comme il l'a fait à Milford, Brinkley attire des patients à Del Rio en promulguant personnellement ses services médicaux à l'antenne. Cette fois, terminez les glandes de chèvre et bonjour aux opérations de la prostate. Minerva aka Mini y va de sa petite pierre à l'édifice. Nous souhaitons vous inviter à notre hôpital, situé dans notre magnifique hôtel à Del Rio. Ici, il fait beau, les cerisiers sont magnifiques, les poiriers sont magnifiques, l'herbe est verte. Il y a plein de fleurs. Et en plus, si tu viens avec ton club de golf, nous avons un green de très bonne facture. Et blablabla, elle décrit la carte postale qu'est Del Rio en indiquant comment venir et où aller manger les meilleures cookies de la ville. Preuve que les Brinkley sont QLF, en plus de Minnie, le fiston Johnny a un rôle dans le business de la MIF. J'avais l'habitude de faire le tour la nuit avec l'infirmière de nuit, prenant les pouls, la température et la respiration. Alors âgé de 2 ans, il fait ses premiers pas à la radio, faisant de lui, selon ses dires, le premier gamin à vous dire « Joyeux anniversaire » en direct. De son côté, Brinkley fait rouler son bise en facturant ses opérations de la prostate à 750 $. Grand seigneur, il paye le voyage en train jusqu'à Del Rio, service qu'il mentionne dans ses brochures publicitaires. Brinkley, un peu beaucoup moins confiant à ce moment-là, flippe que ses patients, lors de leur trajet, se détournent vers d'autres médecins rapport à la mauvaise pub qu'il subit après les éditos pimentés et autres articles salés. Il encourage donc ceux-ci à ne pas parler à des inconnus et leur assure que, dans le domaine, y a pas à chier, c'est toujours lui le meilleur. Bien que les greffes de baboule de bouc ne soient plus d'actualité, il injecte à ses patients des solutions de son cru qui, selon lui, garantissent le même rajeunissement sexuel. Ah! On n'était pas obligé de se faire ouvrir, faire souffrir un bouc et s'implanter ses baloches? Sérieusement?
C'est ainsi, alors qu'on est en pleine grande dépression et que tout le monde galère, que le Brinkley, eux, au calme, à contre-courant, prospèrent gravement à base d'avions, de bateaux et autres Cadillacs, le tout estampillé Brinkley, que ce soit sur les roues de la voiture ou en néon sur leur bateau. À présent, très argentés et bougrement bien équipés, la famille profite de longues périodes de vacances durant l'été. Ils en feront même un film. Brinkley invente alors le vlog en commentant ses vacances à base de grosses caisses et de croisières avec son yacht. Il montre Fifi tantôt tout fier d'avoir tué un phoque et tantôt tout fier d'avoir tué une tortue. Il chope également, en cours de route, une maison abandonnée, avec devant un lac peuplé de magnifiques flamants roses, et il trouve vraiment rigolo de tirer dessus pour les voir mettre la tête sous l'eau. À un moment, il voit également ce qu'il appelle un gros lézard, et du coup, son adorable fils le bute. On le voit également vider la mer de ses poissons et tuer un tas d'autres espèces. Ouais, j'avoue qu'avec tous ces animaux ajoutés à tous les patients, le nombre de morts commence à chiffrer sévèrement. Alors concernant leur vlog de riches, je l'ai regardé en entier et ouais, c'est quand même beaucoup ça, c'est pas très L214. Leur train de vie est de plus en plus fast, ça fait des gros stuff, ça tire des feux d'artifice, bref, ça montre sa puissance. Plus tard, alors que je le soupçonne d'être un chouïa parano, il trouve de plus en plus que les habitants ne font rien pour lui éviter de se faire voler ses patients. Et comme il est un peu impulsif, il décide de quitter Del Rio pour partir à Little Rock en Arkansas où il continue ses opérations. Une fois à Little Rock, il acquiert un country club où ses patients viennent récupérer. Les installations de Petits Cailloux sont vite assaillies de patients, confirmant ainsi l'envie de Brinkley de poursuivre sa carrière médicale. Néanmoins, ces techniques continuent à attirer la critique et l'ire de Maurice Fishbein, son pire ennemi, qui redira encore plus fort dans un magazine en mars 1939 « John Romulus Brinkley est un charlatan !» John se dit « Cool, je vais pouvoir poursuivre cet idiot de Fishbein en diffamation. » Petite précision, quand nous disons idiot, il est possible que John utilise à la place du mot idiot un mot antisémite. Parce que oui, quitte à être une merde humaine, autant l'être jusqu'au bout. Tout à fait. Et je précise un truc maintenant, histoire de vous montrer que ça ne vient pas de nulle part, car, et on évoquera cela mais très brièvement en fin de dossier, mais Brinkley, pendant cette période, aura fait un petit tour en Allemagne, et pas n'importe laquelle, l'Allemagne du H. Vous savez, il a beaucoup aimé les drapeaux à base de croix là. C'est donc sans surprise que celui-ci prêtera son micro à d'authentiques sympathisants d'Hitler et donc d'authentiques antisémites, donc voilà. Et si comme nous, vous le détestiez déjà, a priori maintenant vous l'aimez encore moins. Allez, continuons en abordant le procès. Celui-ci commence le 22 mars 1939. C'est un lundi. Le soleil se couche à 18h59 et nous fêtons les Léa. Brinkley, tout timide, arrive la tête baissée au procès. Non, c'est faux. Il arrive fièrement à bord de sa Cadillac rouge pompier avec son nom inscrit partout, à 13 endroits différents. Le procès en lui-même se passe comme suit. Fishbein confirme que ce qu'il a dit, à savoir « John Romulus Brinkley est un charlatan !» est vrai, et donc qu'il n'y a pas de diffamation. Ce qui, je le rappelle, est le pourquoi du comment du procès. Les avocats de Brinkley, au préalable, blindent la salle d'ex-patients satisfaits, des pro-Brinkley prêts à tout comme des toutous pour leur gourou. Les avocats, évidemment, se tournent vers ces personnes afin de les interroger. Mais l'avocat de Fishbein dit au juge « Ce ne sont pas des experts, ce sont des patients. Ils ne peuvent pas dire si Brinkley est ou n'est pas un charlatan. » Pour le coup, Brinkley fait moins le mariole et on décide d'interroger les vrais experts médicaux qui, un par un, se lèvent et terminent salement l'escroc en démystifiant chacune de ses pratiques. Il le défonce, prouve que ses opérations n'ont ni coucou ni tête et que son eau colorée qu'il vend à ses patients n'est que bullshit. Et comme si le mec n'était déjà pas assez à terre, pour notre plaisir, un des experts va lui poser une question et vous allez l'entendre, Brinkley, c'est vraiment un charlot. La parole est à l'avocat du prétendu vilain petit calomniateur. Merci, votre honneur. Excusez-moi, Brinkley. Lorsque vous préparez votre élixir, dites-moi, vous l'avez mesuré en poids ou en volume? Vous le composez comment, cet élixir? Hein? Je vous écoute. Mais c'est pas une question, ça! Mais c'est n'importe quoi! C'est pas un avocat, ça! En fait, je ne sais pas vraiment. Je n'essaie pas non plus de connaître tous les détails de ce qu'il y a là-dedans, dans ces trucs, quoi. Je vois pas... ça vous intéresse? Brinkley a raison! C'est pas un charlatan! C'est pas un charlatan! Taisez-vous! C'est un tribunal ici, pas un stade de baseball! Michel! Ouais? On peut partir et fermer la porte du tribunal? On s'entend plus podcaster! Ouais, ok, on y va! Oh, waouh, bordel, hein? Ouais. Ouf, on est mieux. Ouais. Après un procès d'1 semaine concentré principalement sur Brinkley et sa carrière médicale, sans surprise, le jury rend un verdict en faveur de Maurice Fishbein. Finalement, Brinkley peut enfin légalement se faire renvoyer en sa qualité de charlatan.
Et hop, il n'en faut pas plus pour que la parole se libère et déclenche une vague de poursuites contre Brinkley par d'anciens patients. Des poursuites qui pour la plupart se règlent à l'amiable et coûtent bonbons aux charlatans, jusqu'à $1 million. Au même moment, arrive via un joli recommandé un petit courrier de l'administration fiscale pour $450 000 d'arriérés. Toujours plein de ressources, il tente un désespéré. Regardez là-bas! En accusant le mouvement communiste d'être derrière tout ça. Il dira: Beaucoup pensent qu'il y a une force obscure à l'œuvre derrière la Grande Dépression, une force qui conspire afin de mener le pays vers la banqueroute. Il existe un mouvement communiste mondial dirigé et financé par une force puissante, plus forte financièrement. Ils achètent les journaux, contrôlent les producteurs de films et la radio. Il y a toutes les raisons de penser qu'un tel pouvoir existe et qu'il travaille secrètement avec des agitateurs pour maintenir l'industrie démoralisée et désespérer les travailleurs. Foncez vers le Capitole avec des chapeaux en raton laveur. Et Joe Biden, c'est un gros nul, voilà. Bon, à part la fin trumpisée, c'est du Brinkley dans le texte, mais avouez que l'homme orange aurait pu sortir ce genre de discours. En plus de vouloir garder les communistes hors des States, Brinkley tente de garder les States hors de la Seconde Guerre mondiale. Genre, ok, on se bat que si on nous attaque, mais aider les autres, faut pas déconner. Ainsi, il traitera les soldats se dirigeant au front de va-t-en-guerre débiles, se battant pour quelque chose n'ayant aucun sens, prêts à crever pour un stupide drapeau. D'ailleurs, à ce moment-là, dans son audience, il y aura divergence. Certains considèrent que son discours est pacifique et d'autres qu'il est anti-américain. Après que son nom ait été évoqué lors d'une audience du Congrès sur les activités anti-américaines, Brinkley continue à confirmer son opposition à la guerre. Dans la foulée, il vend la propriété de Mar-a-Lago, de Little Rock à un autre médecin et retourne à Del Rio en disant qu'il fait l'objet de trop de poursuites en Arkansas. Del Rio salue son retour, mais ses velléités de rétablir son hôpital là-bas sont contrariées par une énorme montagne de dettes. Il vend son yacht, son avion, puis au début de l'année 1941, il dépose le bilan calmement, se remémorant chacun de ses instants de charlatan. Peu après, il reprend une patate de Mexicain lorsque les autorités du pays ordonnent à sa radio de cesser d'émettre. Peu de temps après avoir tenté de négocier la remise en onde de la radio, Brinkley fait une attaque cardiaque. Mais il survit. Quelques mois plus tard, des médecins du Kansas l'amputent d'une jambe à cause d'un caillot de sang ayant bouché une artère. À l'hôpital, un US Marshal arrive pour présenter au Brinkley un mandat d'arrêt, les accusant de fraude relative à l'envoi de matériel promotionnel en provenance de Little Rock. L'affaire devant être jugée au printemps 42, les Brinkley retournent au Texas pour plusieurs mois d'alitement douloureux, laissant l'escroc déprimé et incapable alors qu'il planifiait un gros fat comeback. Son fils dira: Alors qu'il était alité, il prenait des cours par correspondance pour pouvoir devenir... Non, Michel, le fils a grandi, là. Il a genre 60 ans quand il dit ça, c'est dans le reportage de 86. Ah ok, Alors qu'il était alité, il prenait des cours par correspondance pour devenir ministre et il comprit qu'il serait capable de le faire grâce à ses compétences acquises à la radio. Les projets de Brinkley de devenir ministre ne se sont pas concrétisés. Idem pour son retour souhaité à la radio. Sa santé continue de décliner et à l'âge de 56 ans, il meurt le jour où son procès doit avoir lieu. Après la mort de son charlatan d'amour, Minnie est condamnée à une peine de prison avec sursis pour fraude. Elle restera ensuite à Del Rio. Leur fils Johnny se suicidera en 76 et quant à elle, elle mourra finalement à l'âge de 87 ans en 1980. Pour conclure cette histoire, nous allons rapporter les propos de PJ Vogt, un des deux créateurs du podcast Replay All, qui, pour les besoins de son émission, s'est rendu à la maison de Brinkley à Del Rio. Nous allons directement passer au moment où il arrive sur place. Dans la cour, les fontaines sont toujours là, mais elles n'envoient plus d'énormes jets. J'ai essayé de trouver la piscine que Brinkley avait carrelée de petites croix gammées après son voyage en Allemagne, mais elle a été détruite il y a longtemps apparemment. Avec la complicité de Thomas et Kevin, qui ont vécu dans la maison pendant un certain temps, dans les années 90, qui ont acheté, rénové et vendu la maison à un couple avec qui ils sont restés amis, ils pénètrent donc dans la demeure. Nous vous passons les présentations avec le couple et laissons PJ décrire ce qu'il voit. Les murs sont recouverts de ces panneaux de bois géants et coûteux. Ils sont vraiment magnifiques. Mais ce que je ne réalise pas au début, c'est que beaucoup de ces panneaux cachent des passages secrets. Des endroits où Brinkley pourrait se cacher ou cacher ses affaires, si jamais des gens venaient le chercher. Thomas me dit qu'il s'agit d'un drop fur, et le but du truc, c'est que si tu avais des bijoux et des fourrures, tu pouvais les cacher dedans. Pendant tout le temps où j'essayais de comprendre Brinkley, j'avais ce sentiment étrange que j'essayais de repousser. Ce sentiment, c'est qu'il ne me semblait pas réel. Il me donnait l'impression d'être un monstre sorti d'un conte de fées. Je n'avais jamais eu l'impression de pouvoir l'apercevoir en tant que personne. Et même dans sa propre maison, en marchant dans sa chambre, j'avais toujours l'impression qu'il m'échappait. Et puis, nous sommes entrés dans la pièce où Brinkley enregistrait ses émissions de radio.
Tout l'équipement a disparu, mais l'orgue est toujours là. L'orgue qui accompagnait tous les mensonges de Brinkley. Il est énorme. Il occupe tout le mur. Thomas me dit qu'il compte 1063 tuyaux et son nom est Opus 444. Avec Thomas, on se met à jouer de cet instrument. L'arrière-salle bourdonne, ce qui me rend optimiste quant à son efficacité. Thomas m'a raconté une dernière histoire à propos de Brinkley. Il a rencontré un gars qui a grandi au Kansas dans les années 60. Et tard un soir, son père est entré dans sa chambre avec une question. Il voulait savoir si les profs lui avaient déjà parlé du docteur Brinkley en cours d'histoire. Le gamin a dit non, je ne sais pas qui c'est. Il a donc tout naturellement demandé à son père qui était ce docteur Brinkley, et ce dernier lui répondit juste « Personne ». Et il est sorti de la pièce. Bon, Michel, avant de se quitter et de proposer des œuvres en rapport avec Brinkley, tu as promis de t'obtenir un diplôme d'usine à diplôme sur le site www.sorbonne.fr, n'est-ce pas? Ouais. Ok, bah allez, c'est parti. Alors je vais sur... vous pouvez le faire avec moi si vous voulez. www.sorbonne.fr sans E évidemment. Alors, oh là, ouais, le site est vraiment dégueu. Alors, on peut direct cliquer sur diplôme par expérience histoire de s'inscrire. En dessous, il est écrit « Depuis 2002, la validation des acquis de l'expérience, VAE, est légale et organisée par les articles du Code de l'éducation de la République française. Notre VAE peut aboutir à des diplômes d'enseignement supérieur privé français et non au registre national des sérifications. Sérification, ah ouais, ça se relie même pas. Professionnelle. Elle permet d'obtenir par l'expérience les diplômes suivants. Bachelor, UNESCO, site, puis d'autres, non mais j'ai de la flemme, c'est trop mal traduit. C'est clair. Alors, je vous passe les coquilles et les majuscules aléatoirement placées sur les mots. C'est vraiment traduit avec le cul. Alors, partons tout de suite à la chasse au diplôme. Go. Je clique donc sur diplôme par expérience. Alors, petit 1, remplissez le dossier d'inscription. Ok, je rentre mon état civil, adresse, numéro WhatsApp, c'est quand même moderne, mon niveau d'études, mon expérience professionnelle, le diplôme que je souhaite obtenir, disons doctorat et spécialisation, disons sport et couture, allez. Ok, alors enregistrer le dossier, et ensuite, petit 2, payer les 50 € de frais d'inscription. Ok. Ensuite, envoyer les documents. Voilà. Puis, on attend 20 jours pour la décision d'admission. Alors, on paye 600 € de frais de jour. Ah, si je paye 1200 €, j'ai le résultat sous 15 jours. Ok, bah, on n'hésite pas. Et enfin, drelin, après ces 15 jours, je reçois ma certification par email, par la poste ou directement lors des cérémonies annuelles. Waouh. Bon, on va arrêter là, mais je vous invite à aller sur le site parce que c'est vraiment spécial. Et en plus, ils offrent le premier diplôme universitaire au monde sur ChatGPT. Bon, alors, j'ai cliqué sur le fameux diplôme ChatGPT et en vrai, ça renvoie sur la même image et j'ai toujours pas compris ce que c'était. Fin de la parenthèse, usine à diplôme. Allez voir par vous-même, vous allez rigoler. Mais payez pas, il faut pas prendre un diplôme là-dessus. Oui, exact, tout à fait. Presque fin de la parenthèse, parce que je me dois de préciser que cette école a été dirigée par Christian Prade, décédé depuis en 2019, et qui était un cofondateur du GUD, un mouvement estudiantin d'extrême droite destiné à casser des gauchistes. De plus, il a été condamné dans les années 90 pour abus de confiance. Ensuite, laissons la parenthèse encore ouverte 2 secondes, s'il te plaît, parce que ce qui vient me fait trop rire. Histoire de démonter ces escrocs, il y a des petits malins qui ont fait obtenir des diplômes à des animaux. Dans le but de déconner là-dessus, l'université de Nouvelle-Galles du Sud a décerné un doctorate à un chien. Mais pour un doctorate, t'as dit doctorate. Dog et torate, ok, magnifique. Mais pour en revenir à nos animaux lauréats d'usine à diplôme, nous pouvons féliciter Georges, un chat, diplômé en hypnothérapie. Oh, fixez mes coussinets. Nous félicitons également Molly, diplômée d'études secondaires, un basset, ainsi que Sony, un autre dogo diplômé de médecine. Alors, il y en a d'autres, mais vous pouvez consulter tout cela sur Wikipédia. Tout à fait. Et avant de terminer, voici 2 œuvres sur le John Romulus. La première, on a déjà évoqué son nom, puisqu'il s'agit de livres de pop rock, Charlatan, The Fraudulent Life of John Brinkley. Charlatan, la vie frauduleuse de John Brinkley. Édité en 2009 aux éditions Brochet. L'œuvre suivante, nous la devons à Penny Lane et elle a été fortement motivée par le bouquin de pop rock cité à l'instant. Il s'agit de Nuts, un documentaire en partie animé de 2016 présenté comme l'histoire essentiellement vraie sur John R. Brinkley. Le documentaire est en partie adapté de The Life of a Man Biography of John R. Brinkley de Clement Woods. Nuts a remporté le prix spécial du jury pour le montage lors de sa première à Sundance en 2016. Et où peut-on voir cela ? Alors on peut voir cela sur Amazon, Apple TV et tutti quanti, sauf si vous êtes en France et que vous n'avez pas de VPN. Et oui, cette vidéo est sponsorisée par
Rien du tout. Ouais, on n'est toujours pas sponsor. Désolé. Ok. Et pour terminer, sachez que l'épisode The Man of the People du podcast Reply All devrait être la base d'un film sur le docteur Brinkley avec Robert Downey Jr. campant le rôle du charlatan. Bon, après, ils ont dit ça en 2017, c'était prévu en 2023, et il y a toujours rien, donc on sait pas trop. Bah ouais, merci Francky pour ces petites infos. Et avant de se quitter, une dernière citation de Penny Lane, la réalisatrice de Nuts. Il est important que même ceux qui se considèrent très sceptiques et pensent que nous utilisons constamment nos capacités critiques comprennent néanmoins que nous pouvons tous nous tromper. Joliment dit. Salut les petits mauvais. Salut Michel. Merci Ben. Et merci à nos excellentes comédiennes, merci Nonox. De rien. Qui campait le rôle de Penny Lane et également Lily Lucas alias Minnie Brinkley. Et on ne saurait que vous conseiller chaudement ces 2 albums. Laissez-moi peigner mon poney et le charme impénétrable des artistes torturés. Puis abonnez-vous à ses réseaux et allez voir ses lives sur YouTube, c'est excellent. Je rappelle son nom, Lily Lucas, L-I-L-Y, Lucas, L-U-C-A. On mettra des liens en description évidemment. Bisous mon Francky. Bah oui, salut Michel. Tu mettras les liens en description, hein. Bah bien sûr. T'oublieras pas. Bah non. Bonne nuit. Bah bonne nuit Michel. Merci à tous. De rien. Bah oui, salut Michel. Merci à tous. De rien. Partie gonade, baboule, baloche, purne, échalote, bijoux de famille, poulette, bouliche, purette, glaoui, bonbon, corza, ali, boffice, rognon, grelot, joyeuse, marron, valseuse, roupette, pérou, bignole, rouston, chouquette, rigby, kiwi, rouleau, noisette et roustignol. Les coucougnettes, les coucougnettes, les coucougnettes, les coucougnettes, les coucougnettes, partie gonade, baboule, baloche, partie gonade, baboule, baloche, purne, échalote, bijoux de famille. Les coucougnettes. Les coucougnettes. Les coucougnettes. Les coucougnettes, les coucougnettes, les coucougnettes. Les coucougnettes, les coucougnettes. Les coucougnettes, les coucougnettes. Les coucougnettes, partie gonade, baboule, baloche, purne, échalote, bijoux de famille, poulette, bouliche, purette, glaoui, bonbon, corza, ali, boffice, rognon, grelot, joyeuse, marron, valseuse, roupette, pérou, bignole, rouston, chouquette, rigby, kiwi, rouleau, noisette et roustignol. Les coucougnettes, 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 les coucougnettes.